Bienvenue tout le monde. Welcome everyone. Thank you so much for joining us. Merci infiniment d'être avec nous et de participer à cette plénière de clôture pour cette édition internationale. Nous allons parler de coopération territoriale. Je sais que ça va être une conversation très intéressante, alors j'apprécie que vous preniez le temps d'être avec nous. Je m'appelle Kate McKenzie. Je serai l'animatrice pour la partie internationale de cette conversation du jour. Je viens du Canada, je vis sur les terres traditionnelles autochtones dans la ville de Calgary. Alors, il fait très froid, donc je suis vraiment contente d'être ici en France. Merci de votre accueil. Merci à chacun et à chacune d'entre vous qui ont pu être avec nous pour le visionnage du film Secret Marathon. Je suis vraiment contente d'avoir pu le montrer en avant-première ici en France aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui ont été avec nous. Je suis réalisatrice et organisatrice d'une série de marches organisées dans 27 pays, y compris la France, le jour international de la femme et des droits de la femme. Je suis avec deux leaders aujourd'hui responsables de la promotion d'une économie responsable via des initiatives collaboratives, Pedro Tarac et Monsieur Maldonado, que j'aime considérer comme mes amis. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer et d'apprendre à vous connaître. Alors, j'aimerais vous en dire davantage sur ces deux humains tout à fait formidables. On a Pedro qui vient de Patagonie. Il est le cofondateur de Systemo Bay, un mouvement dédié à faire progresser les entreprises durables pour la transition économique en Amérique latine. Pedro a cofondé RITA, Alliance régionale. Il est cofondateur de Impact Trade à Santiago et il a investi également dans de nombreuses entreprises à mission telles que Goaki, une entreprise qui fabrique des boissons matées énergisantes au Canada et aux États-Unis. On a également Leonardo Maldonado du Chili. Il est PDG de Gulliver et cofondateur de Cityscan B, un mouvement international qui réunit des entreprises, des citoyens et des gouvernements pour faire avancer les ODD, Objectifs du développement durable de l'ONU, au niveau des villes. Leonardo a passé plus de 2 décennies en tant que pionnier pour améliorer les écosystèmes et favoriser la collaboration et la coopération. Partout en Europe et en Amérique, il favorise l'innovation dans 28 villes dans le monde. Il a écrit 5 livres gratuits sur le développement. Merci. S'il vous plaît, faites-leur un accueil chaleureux. Pedro, Leonardo, nous avons beaucoup entendu, vu des choses formidables au cours de cette conférence. Alors, je me demande quel type de grandes idées vous retenez. Y a-t-il des mesures que vous pourriez mettre en place, des stratégies à contretemps que vous pourriez mettre en place ou que les territoires pourraient mettre en place afin de catalyser la coopération? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous percevez? Il y a une chose, moi, qui me fascine. C'est l'idée qu'on a besoin d'espoir, capable de s'adapter. On pense toujours pratique, processus, compétence, des éléments très très sérieux, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas d'espoir sur l'avenir, ça n'a aucun sens de s'adapter. Donc, l'espoir, c'est central pour moi. We have to keep getting Et c'est vrai que si on veut que le changement opère, il faut l'espoir. Moi, je le vois dans mes films, j'entends des gens, j'entends leurs récits, comme ce que vous avez partagé avec nous ce matin. Quiconque était là ce matin pour Leonardo, tout le monde a été touché. Et ça nous a donné l'envie de continuer, de persévérer.
Et ce travail en lien avec le changement social et environnemental, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et moi, je peux vous dire que j'ai couru plusieurs marathons et il faut de l'énergie. Donc il faut garder un bon niveau d'énergie. Qu'en est-il pour vous, Pedro? Pour être tout à fait honnête, je suis encore très émotive. Je suis très touchée. Je viens juste de voir le film là. Et quand on est touché, ça prend un peu de temps pour que le cerveau réactive et la partie rationnelle reprenne le dessus. Mais ce que je retiens de cette expérience, c'est que courir, c'est pas juste courir pour surmonter ou courir pour aller au-delà d'obstacles. C'est surtout courir pour être, pour exister. Hier, quelqu'un a parlé de l'importance de la liberté, non seulement pour les individus, mais pour les peuples, pour les communautés, pour les régions. Et vous nous avez fait penser à Dunkerque. Et ça nous rappelle ce combat, cette recherche pour la liberté. La liberté, c'est probablement l'élément le plus essentiel pour faire naître ce feu secret et sacré qu'on a tous et toutes en nous. Et c'est ce qui doit être à l'initiative de toute entreprise. On doit pouvoir développer des marchés qui soient bons pour notre monde, sous-tendu par une identité. J'étais impressionnée de voir le niveau d'attention porté par les gens ici, dans cette région, le sourire des gens. Les gens sont attentionnés. Non, je suis désolée, c'est vrai. Je le dis, ça vaut la peine d'être dit. Ça va droit au cœur, n'est-ce pas? Oui. Quand on fait l'expérience de ça, c'est incroyable. Et c'est toujours chouette d'être en France. On voit des gens qui nous disent bonjour. Et il y a des gens qui viennent vous voir, qui veulent s'assurer qu'on va bien et que ça nous a plu la nourriture. Et c'est génial, et je suis d'accord avec vous, hein. Moi, ce que je retiens, c'est déjà des leçons que j'ai tirées de vos conversations. Leonardo, moi, ce qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, c'est la collaboration poussée à l'extrême. Vous avez parlé de l'esprit de Dunkerque ce matin et ça m'a vraiment touchée. Et le fait de dire comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est pas uniquement oh, ils se débrouillent de leur côté. Non, il faut tendre la main. Et l'idée que vous apportez également, Pedro, concernant la collaboration, c'est qu'il s'agit de savoir comment on peut collaborer. Ce qui m'intrigue, moi, c'est l'importance du fait qu'on n'a pas besoin d'être d'accord, mais qu'en tout cas, il faut se réunir et se poser des questions et collaborer. Donc c'est ça que j'aime. Et c'est vraiment quelque chose que je vais remporter avec moi et que je vais ramener au Canada avec moi. Selon vous, quels sont les défis pour mettre à l'échelle la collaboration et la coopération territoriale? Pensez-vous que ce soit des défis universels ou plutôt des défis spécifiques aux régions? Je vous écoute, hein, j'aimerais vous entendre tous les deux d'ailleurs. L'un des défis que j'ai mentionné, c'est les algorithmes. Les algorithmes sont clivants. Ils, ils veulent qu'on soit addict au contenu, à tel point qu'ils savent que l'indignation, c'est la bonne émotion à susciter pour nous rendre addicts. Et c'est ça que ça génère. Et c'est un poison, c'est une maladie qu'on a toutes et tous. Et en même temps, on a cette idée que le pouvoir et l'avenir
C'est un peu comme un gâteau. Et que si j'en ai une grosse partie, toi, t'en auras moins. Et cette conversation, elle infeste toutes les régions du monde. Et on se bat pour avoir la plus grosse part du gâteau. C'est pas ça l'avenir. L'avenir, il faut le créer. Ce qu'on pourrait créer est exponentiel, mais uniquement si l'on collabore et si l'on travaille de concert. Le nombre de futurs qu'on peut créer, il est illimité, donc on ne doit plus réfléchir en termes de pénurie, mais c'est le cas. On pense pénurie, on pense au manque de ressources. L'idée, c'est que d'un côté, il faut reconnaître l'appartenance locale, le nous, l'ancrage local, cette unicité qu'on peut représenter ensemble au niveau local, tout en créant des réseaux internationaux, mais avec ces identités locales. Et c'est ça qui peut non seulement générer les changements dont on a besoin pour être durable, mais ça offrirait également une abondance de ressources. On peut résoudre le problème de pénurie de ressources, une ville après l'autre, si on arrête de penser avec un état d'esprit du XXe siècle. Il faut réfléchir comme des gens du XXIe siècle. J'adore passer à une mentalité d'abondance plutôt que de pénurie. Pareil, ce que vous avez dit sur le gâteau, moi en plus j'adore les gâteaux, donc j'ai trouvé ça génial. Et vous, Pedro? Oui, j'abonde dans le sens de mon voisin. Je vois des défis conjoncturels. On a peur des autres, on a peur des autres pays. Et donc, on érige des murs. Et commercialement, on ne veut pas de murs. On crée des murs, on dit qu'on ne veut pas leurs produits, on ne veut pas qu'ils puissent venir s'approcher de nous, alors qu'on pourtant on est interdépendants. Donc, moi j'écoute beaucoup ce qui se passe du point de vue du populisme. Moi, je viens d'un pays où il y a des populistes de gauche et des populistes de droite. Donc ça va bien au-delà des idéologies. C'est des gens qui veulent être meilleurs que les autres et exclure les autres. Ça n'a rien à voir avec une proposition de valeur. Pourtant, je perçois une opportunité incroyable dans ce contexte pour les régions, pour les territoires. Parce qu'une fois qu'on redescend d'un niveau un peu plus bas que l'État-nation, on a les territoires qui sont fiers de leurs identités, qui ont beaucoup à apporter. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on rencontre des milliers de villes, de provinces, de communautés autonomes, de régions, de provinces, de cantons, etc. Et on peut faire deux choses à la fois. On peut créer, et c'est déjà ce qu'on fait, on peut créer les écosystèmes favorables pour créer la confiance entre nous différemment. Et quand on pense ville, territoire, région, ça donne un autre rôle aux régions. Et dans un contexte où, malheureusement d'ailleurs, mais on entend des voix de guerre, la règle, ça va être d'instaurer la confiance. Qui va aller au-delà des frontières ou des horizons de l'exclusion mutuelle, de la violence massive? C'est qui? C'est les régions. C'est les régions qui vont nous aider. D'une région à l'autre, c'est elles qui vont nous aider à instaurer la confiance. C'est pour ça qu'on promeut d'un côté le type de régions qui vont pouvoir avoir un impact sur les autres régions ou sur les marchés, avec des solutions pour le monde, parce qu'on doit accélérer les types de solutions dont on a besoin au niveau du climat, de la biodiversité, de la régénération, de la lutte contre les inégalités. Et en même temps, on doit créer un avantage concurrentiel pour ces régions et pour ces entreprises en matière d'investissement notamment. Donc ça va dans les deux sens. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé avec Rita,
pour faciliter les infrastructures régionales et les infrastructures relationnelles pour les régions qui souhaitent avoir des liens économiques et commerciaux entre elles. J'apprécie énormément ce que vous dites, parce qu'on a commencé avec... C'est vrai, la peur est un défi, est un vrai obstacle. J'ai vu une fresque il y a quelques années qui disait remplacer la curiosité, la peur par la curiosité. Et c'est vrai, on doit être plus curieux vis-à-vis de ces villes et vis-à-vis de ces régions. Parce qu'on a des centaines de régions, de villes, on a de petites des territoires, des municipalités qui peuvent fournir des solutions. Donc, pour entrer dans l'espace des solutions, vous avez tous les deux travaillé avec des associations qui favorisent la collaboration. Et parfois, cette collaboration, elle requiert un lâcher-prise de ce qu'on a l'habitude de contrôler et d'un résultat attendu. Comment est-ce que vous encouragez les leaders à apprécier cette approche à contre-temps? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites, surtout dans un monde où on a tendance à prioriser les résultats prévisibles? Je pense qu'une des plus belles choses que le 21e siècle nous a apporté, c'est qu'on a besoin de faire face au fait que le contrôle a toujours été une pure illusion. Le contrôle a été ce qui a fédéré le 20e siècle. L'idée que nous puissions comprendre l'avenir avant qu'il arrive, c'est une pure illusion, une belle illusion, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, une des raisons pour lesquelles nous tous qui avons été formés quant à comment on devait vivre au 21e siècle, pourquoi on a du mal avec ça? Parce qu'on adorerait avoir le contrôle, mais ce n'est pas nécessaire, ce contrôle. En fait, imaginez que nous n'avions pas le contrôle ou quelqu'un qui a un adolescent, vous savez par la preuve que vous n'avez pas le contrôle. Oui, et même avec un fils plus âgé. Donc, ce qu'on a, c'est la possibilité de créer. Et ce qu'on a, c'est la possibilité d'inventer notre sortie. Et si on met ça au centre de la conversation, et si on pense qu'on est dans un siècle d'innovation, l'idée que la personne, que ce qui était le plus efficace est monter sur le dos de l'oiseau dodo. Ça n'a rien changé. Enfin, et bien sûr, il faut qu'on soit efficace, mais ce n'est pas important. Est-ce que vous êtes capable de courir à la vitesse du marché? Ça demande de l'innovation, ça demande de se tromper très vite, ça demande d'avoir 1 millier d'expériences en même temps et ça n'est pas le contrôle nécessaire sur la réalité. Ce contrôle sur la réalité n'a jamais fonctionné. Ce qui est super à propos du 21e siècle, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on accepte By City. On accepte qu'on peut voir 20% des variables, que nos sociétés vivraient dans un écosystème et qu'on peut être, entre guillemets, en charge de notre société, mais on ne peut pas être en charge de l'écosystème. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus, Leonardo? Quelle est la différence entre la construction de systèmes, comme on l'a avec l'efficacité, par opposition à construire un écosystème? Comment vous encouragez un leader pour avoir cette façon de penser? Donc, on combattait contre une partie du marché avec notre produit. Mais ça ne fonctionne plus maintenant. On lutte pour
savoir quel marché va exister. Donc, si vous pensez à la régénération, par exemple, vous devez repenser la totalité du processus et vous pourrez dire bah non, 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 c'est pas concurrentiel avec des fruits et des légumes normaux. Mais c'est un autre marché, c'est un monde différent. Donc vous n'allez pas vendre à votre voisin, mais vous allez vendre à différents pays pour 2 fois le prix. On a besoin de comprendre que aujourd'hui, les solutions d'aujourd'hui ne vont plus marcher. Et ce qu'on doit jouer est d'avoir un écosystème viable minimum, parce que j'ai besoin que mon produit vive dans un écosystème que d'autres produits autorisent, qui le font être le bon produit, qui font que ce produit a du sens. Donc, mon allié le plus précieux, je dirais, comme constructeur de chapelles régénératives, serait une société de basket de course circulaire, parce qu'on cherche les mêmes clients, on suit la même logique, on fait le même pari pour l'avenir. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que si le futur avance, bouge si vite, ce qu'on fait aujourd'hui, chacun d'entre nous, c'est qu'on fait le pari sur un futur possible et on fait ça au niveau mondial. Donc, si vous avez une agriculture régénérative en France et que vous voyez une agriculture régénérative au Japon, ils vont avoir plus en commun et plus d'espace ensemble parce qu'ils essayent de construire un marché. Pas pour avoir une place sur le marché, mais pour construire le marché lui-même. Oui, bien sûr. On va passer à un endroit d'isolement pour construire véritablement comment est-ce que vous encouragez les leaders? Je vais ajouter à ça. Où est-ce qu'on construit la complicité? C'est dans le but. Et le but est quelque chose qui est un intérêt, qui est partagé par un intérêt commun et bon pour toutes les parties. Ce matin, j'ai écouté Sébastien Cope et ces produits, ou ces produits sont des chaussures, sont des baskets, mais je suis un investisseur dans le même but. On a exactement la même façon de penser pour avoir un retour à la régénération. Il est français et pas moi, mais le Kayaki est une boisson énergisante sur le maté qui suit exactement le même modèle. Donc ce n'est pas la même industrie, mais on a exactement le même but, la même visée. Et c'est dans la visée, ce matin, je lisais les messages de la régénération ici et ils ont créé cette association pour la régénération agricole dans les Hauts-de-France ici. Et on se disait, ben, en fait, ce sont les mêmes personnes, on est les mêmes gens, on a la même cause qui nous motive. On vient tous les deux du monde Bicorp. Et ça arrive parce que on fait partie d'une identité d'activité. Notre corps de métier est de trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on a une avancée. C'est grâce aux solutions qu'on avance pour nos produits et nos services dans le monde entier. On a construit une communauté mondiale. En revenant au niveau régional, ce qui m'a rendu vraiment désireux, c'est que l'agriculture régénérative construit un vrai secteur. Et c'est ce qui se passe à Mendoza. À Mendoza, qui est le pays de Malbec, en concurrence avec les Français, bien sûr. C'est un endroit où les vins argentins suivent exactement la même auto-évaluation de Bicorp, mais toutes les sociétés, les mêmes défis, les mêmes questions. Et ça a aidé Mendoza à avoir le plus grand niveau de Bicorp par habitant
Et grâce à Mendoza, c'est possible. Cette personne ici et une autre personne de Rio de Janeiro ont démarré le processus dans cette province qui ont fait de Mendoza une région économique innovante et ils développent leur avantage concurrentiel qui a été imité par l'Uruguay parce qu'ils ont créé un espace pour la co-création pour gagner un avantage concurrentiel pour leur pays tout. Et à Monterrey, près de Mexique, tout ça, ça a inspiré les gens à Melbourne, en Australie. Et ensuite, les gens ont été inspirés en Ombrie et en Toscane, en Italie. Et vous avez des régions en Ombrie et en Toscane aujourd'hui qui vont co-créer ensemble avec toutes les chambres de commerce et de l'industrie de 2 régions seulement dans la vallée de Valtiverena, dans la vallée nord du Tibre. C'est quelque chose de très contagieux. Et pourquoi c'est contagieux? C'est parce que c'est l'intérêt du commerce entre régions qui accélère pas seulement la logique de comment on fait les choses, mais comment qu'on crée. Mais c'est le besoin d'avoir une nouvelle logique de compétitivité pour le monde. Donc, une des choses que je vais retirer d'ici, c'est mon prochain rêve, de créer le meilleur Lille du monde. Oui, je suis d'accord. Et je peux juste dire qu'on est aligné sur un sens de visée, de but, quant à où les villes peuvent arriver, pouvoir partager un but, ça crée des nouvelles opportunités de commerce. On a construit beaucoup, on a créé une belle énergie ici. Quelles sont les étapes suivantes? Est-ce qu'il y a des collaborations spécifiques ou des engagements qui pourraient être les prochaines étapes immédiates et des choses que vous voudriez nous recommander pour garder cette énergie qui va de l'avant? J'ai été surprise avec tout ce que j'ai vu ici et toutes les conversations qui ont eu lieu ici à Lille. Il y a beaucoup d'espace pour les pluriacteurs. Il y a des espaces comme ici qui durent depuis 18 ans. Donc, je suis vraiment très impressionnée par le fait qu'il y ait des organisations comme ça qui durent depuis 18 ans. La prochaine étape pour moi. Et combien de personnes sont impliquées? Combien de personnes pourraient être impliquées? Donc, on a 10 sociétés, on pourrait en avoir 20. On a 3 ONG, on pourrait en avoir 50. Mais combien de personnes en plus on va attirer à comprendre que le futur de l'île nous appartient et le nôtre, ça appartient à tous ceux. On a besoin d'arrêter d'avoir des gens qui utilisent le CD. On a besoin de personnes qui possèdent le CD. Quand vous utilisez votre chambre d'hôtel, vous prenez la serviette et vous le laissez là et ça solutionne tout seul. Mais c'est la vôtre. Si vous laissez la serviette là, elle va être là le jour suivant. C'est votre maison. Prenez soin de cette maison. Combien de touristes on a dans une ville? Les sociétés, les universités, etc. Et combien de propriétaires de maisons vont devenir les propriétaires de leur ville? C'est l'étape prochaine. Merci pour partager cette idée de propriété
qui doit être la nôtre. Je voudrais ajouter à cette idée, pas de combien de personnes on peut avoir, mais de regarder finalement qui manque dans notre conversation. Au Canada, on a une grande discussion quant à comment est-ce qu'on implique et invite les gens autochtones à faire partie de nos conversations. Donc, on doit regarder autour de nous pour voir qui n'est pas là, qui n'est pas représenté, qui doit faire partie, qui doit intégrer notre conversation. Ça, c'est aussi la propriété, faire que les choses soient les vôtres. Avec tout le respect que je dois, comme vous m'avez permis d'avoir mon propre rêve, je vous remercie de la permission que vous m'avez donnée. Mais j'ai des millions d'étapes suivantes, des millions. J'adorerais avoir une représentation des Hauts-de-France avec cette logique de co-création multisectorielle, en impliquant au moins un continent, parce que je pense que c'est vers là qu'on va. On a besoin non seulement de mettre les pièces ensemble, de créer les pièces, d'avoir des acteurs régionaux qui impliquent le reste du monde dans des conversations transformatives. Il y a certains pays qui ont leurs propres représentants dans différents continents. Donc, imaginez. Bien sûr, vous aidez l'ambassade française, mais imaginez d'avoir votre propre représentation sur certains continents. J'adorerais aussi arriver ici à Lille, à la gare, et d'avoir l'Office du tourisme avec un stand pour apprendre tous les hôtels, les restaurants, les boutiques, les centres commerciaux qui sont motivés par le but, par l'objectif. Ce sont là les endroits où vous devez aller. On a besoin de ces endroits. On a besoin de buts, de visées, parce que c'est qui nous sommes. C'est comme ça qu'on construit l'héritage. Rome a décidé de promouvoir dans 130 sociétés dans la ville l'élévation du but comme Societapi, comme ils l'appellent. C'est l'équivalent de entreprise à mission. Can you imagine all the companies in the Hauts-de-France or here in Lille elevating the purpose and qui augmenterait le propos, toutes les entreprises de Lille, par exemple, pour que tout le monde se sente impliqué. Merci à vous deux et merci à vous tous. Merci de votre accueil et merci de nous permettre de partager au niveau international nos pensées avec vous. On a apprécié beaucoup la chaleur de votre accueil. Je voudrais inviter mes collègues français à partager leurs pensées là-dessus. Merci. Thank you. Kate, Leonardo et Pedro. Merci pour votre inspiration, merci beaucoup pour l'amour que vous portez pour notre région et pour l'ambition que vous donnez à notre région. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez continuer à applaudir encore plus fort pour amener toutes les personnes qui sont encore quelque part en train de refaire le monde et qui vont pouvoir nous rejoindre pour donc du coup conclure cette édition du World Forum à contretemps. Et donc je vous propose s'il vous plaît pour conclure et pour ces 30 dernières minutes de cette édition du World Forum, inviter des personnes qui mènent des expériences, qui font la différence pour une économie plus responsable. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Sandrine Delory, vice-présidente du Réseau Alliance, Alexandre Malafaille, directeur général de Sinopia et président, je ne sais pas pourquoi j'ai dit directeur général, président de Sinopia, et celle qu'on ne présente plus, mais quand même, Marie-Hélène Foubé, présidente du Réseau Alliance. Tout à gauche ou tout à droite? Tout à gauche. Alors, nous allons parler d'expériences, donc du coup pour conclure ce World Forum, d'expériences comme son nom l'indique, qui font la différence pour une économie plus responsable. Et pour ça, on va commencer avec Alexandre, Alexandre, un président fondateur de Sinopia, think tank indépendant qui travaille notamment sur les principes de gouvernance. Franchement, je vous propose qu'on ne fasse pas comme si on ne se connaissait pas, on se connaît bien. Du coup, on va se tutoyer, d'accord? Ça sera plus simple. Ah, et puis j'ai l'accord de Marie-Hélène, donc voilà.
Alexandre, Sinopia, Réseau Alliance, vous travaillez aujourd'hui sur un baromètre, ce que vous appelez le baromètre des territoires. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, mais avant que tu nous expliques pourquoi ce baromètre, dans quel contexte aujourd'hui on peut imaginer faire un baromètre, notamment pour les territoires et pour les entreprises. Alors le point de départ, c'est deux coupables, Jean-Pierre Letartre et moi, quand on a une discussion sur un sujet finalement lié à la transformation de nos territoires, et on se dit, est-ce qu'on pourrait mesurer de manière pertinente, efficace, la façon dont finalement les choses évoluent à l'échelle d'un territoire. Et parce que c'est vrai qu'il y a des quantités de data disponibles partout, alors souvent au niveau national. Moi j'ai tendance à dire que quand on a 7% de chômage, on est très content, mais dans la réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a de telles disparités que ce taux-là, il ne veut rien dire, surtout quand on est dans le Dunkerquois, quand on est dans la Somme, quand on est ou n'importe où en France. Vers un moment donné, ça ne parle pas suffisamment. Donc on s'est dit qu'il y avait un sujet sur, voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer créer un outil simple, robuste, qui soit une espèce de tableau de bord finalement, qui permettrait à des décideurs, à des investisseurs, à des élus, de mieux appréhender la façon dont ça bouge chez eux. Alors, ce qu'on a du mal parfois à appréhender quand on parle de baromètre, c'est la quantité des données disponibles. Aujourd'hui, quand on regarde un élu, quand on regarde un chef d'entreprise, même d'entreprise de petite taille sur les territoires, ils sont noyés sous des flux de données. Il y a des datas partout, en libre accès. Qu'est-ce qui va faire la différence à travers ce baromètre? Comment est-ce qu'on va rendre ça accessible aux personnes qui prennent des décisions? C'est l'objet du chantier qu'on a ouvert. On essaye de trouver la solution, parce que c'est vrai que des outils, il y en a. Je veux dire, chaque organisme, chaque service, pratiquement chaque collectivité, sans compter qu'il y a des quantités incroyables entre l'ADEME, France Travail, les différents ministères, l'INSEE, enfin voilà, il y a des données, il y en a des millions. Mais c'est vrai, quand on a un tableau de bord avec des milliers ou des millions de données, on n'a pas de tableau de bord. Donc l'ambition qu'on a, effectivement, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui est finalement pertinent de retenir pour se faire une première idée. Après, on peut toujours approfondir, mais se mettre effectivement dans la peau de celui qui veut comprendre ce qui se passe chez lui et qui dit, ou qui veut y venir, et dit voilà, ce qui est clé, ce qui est sensible, là où il faut agir, là où il faut interagir. Et donc, ce qu'on a imaginé, c'est qu'il fallait regarder quoi? Il fallait regarder finalement le territoire dans son ensemble, c'est-à-dire à une bonne échelle, c'est-à-dire non pas trop, mais plutôt en descendant vers une métropole, une communauté de communes, de manière à avoir quelque chose qui soit à portée de vraie vie. Et ça, le mesurer avec d'abord la façon dont le territoire se transforme de manière subie ou de manière naturelle, le climat, la démographie, etc. Ce qui est fait par les acteurs publics notamment pour transformer ce territoire ou pas. Et puis après, ce que les autres acteurs économiques, sociaux, etc. font également de leur côté. Et tout en essayant de chercher dans ces éléments-là, quelles sont les dynamiques de coopération aussi, qui peuvent tout d'un coup montrer que ça va dans un vrai sens. Voilà. C'est ce qu'on essaie de faire, d'inventer, de créer. C'est assez ambitieux, mais si on y arrive, ça apportera quelque chose de nouveau, parce que ça n'existe pas. Donc ce que je retiens, c'est un outil dynamique, ça veut dire qu'il évolue avec le temps, fréquence de mise à jour, ça veut dire avec une temporalité, donc une vraie dynamique, enfin c'est pas un instantané, quoi. Il y a vraiment cette notion d'évolution. Ce que j'entends aussi, c'est l'échelle, petite échelle finalement. Hein. Oui, la dynamique, c'est important parce qu'une photo ne veut rien dire. On dit il y a tel indicateur de, je sais pas, de précarité, d'emploi des seniors, de pollution, de taux de CO2 dans l'atmosphère, etc. À l'instant T, c'est comment? Et ce qu'il faut, c'est regarder la tendance. Donc c'est sur plusieurs années, idéalement 3 ans, c'est pas mal. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut descendre à une échelle de vraie vie. C'est-à-dire que si on mesure, après on pourra remonter, on pourra faire des consolidations sur des périmètres plus larges, un département, une région. Mais concrètement, c'est quand même à l'échelle locale que les vraies décisions se prennent. Et puis c'est là qu'on peut vraiment agir pour dire. Et puis en plus, on peut se comparer. Si on commence à comparer un territoire avec un autre pour comprendre effectivement pourquoi là on a fait mieux ou là où on a fait différemment, bah, ça peut donner des pistes de progrès et d'amélioration. Donc on pense que la bonne échelle c'est ça. Mais ça pose une question qui est importante à résoudre pour nous dans l'équation, c'est la disponibilité de la data. Parce que ce qu'on s'est dit, c'est que si on allait demander des datas des organismes quels qu'ils soient, ou s'il fallait inventer des indicateurs ou fabriquer de la donnée, ce serait trop compliqué. Donc il faut aller chercher de la donnée disponible en source ouverte ou quasi source ouverte. Et ça, c'est aussi un challenge en descendant notamment au plus près effectivement du territoire idéal. Projet qui impose la coopération du coup. Ah oui, c'est un projet de coopération, d'abord parce qu'on va quand même solliciter pas mal d'acteurs pour arriver au bout. Et puis l'intention derrière tout ça, c'est de montrer finalement comment tout ça évolue et, je le redis, de voir comment la dynamique de transformation se fait avec les uns et avec les autres. Voilà, ce sera d'essayer de voir si finalement les choses matchent entre la dynamique d'un territoire, la dynamique des acteurs économiques et sociaux, ou si ça ne matche pas, de voir comment ça pourrait mieux matcher.
Alors, c'était sur ce World Forum, il y a eu une présentation, il y a une espèce de rencontre avec un public. Qu'est-ce qui s'est passé sur le World Forum? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors d'abord, on a commencé à travailler maintenant plus de 6 mois, je dirais presque 9 mois au sein de Sinopia. On a mobilisé un groupe de travail avec un certain nombre d'amis, d'experts, de hauts fonctionnaires, de gens qui connaissent bien les territoires. On a associé un de nos partenaires à 2 consulting. On a bossé avec toi, on a bossé avec Thierry Fouquet. Donc on a pas mal dégrossi le sujet. Et on a échangé pas mal avec le réseau Alliance aussi. Et après un certain nombre de réunions, on s'est dit que la bonne séquence, ce serait de profiter du World Forum pour aller challenger un peu notre idée de 2 façons. La première, c'était en réunissant le nombre de gens qui le souhaitaient. Donc on a une petite 50aine de personnes hier qui sont venues dans un atelier pendant près de 2 heures, qui ont consacré 2 heures de leur temps. Donc on les remercie encore chaleureusement. Voilà, pour challenger avec nous l'idée du baromètre. Voilà ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'ils en comprennent, qu'est-ce qu'ils en retiennent, qu'est-ce qu'ils proposent, quel est le sens, l'utilité. Donc ça, c'est une première collecte d'informations qu'on est en train de dépouiller. On aura les résultats dans quelques jours. Voilà. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est que le réseau Alliance, et encore merci, a mis à notre disposition donc un stand que vous avez pu voir sur l'espace dédié. Et là, pendant 2 jours, avec Jeanne Hals, on a effectivement recueilli un certain nombre de témoignages. On a auditionné des gens qui sont bien prêtés au jeu. Et on a recueilli une vingtaine de témoignages. Chacun a passé plus d'une demi-heure à répondre à nos questions. On va dire, voilà le baromètre, voilà l'idée, vous en pensez quoi, vous recommandez quoi, qu'est-ce qui est pertinent, voilà. Et on a vraiment des retours qui sont extrêmement intéressants, avec des bonnes idées. Quelqu'un qui dit qu'il faudrait un PIB territorial, ce serait intéressant de voir quel est le nombre de lieux qui sont dédiés finalement au vivre ensemble. Là aussi, des indicateurs de qualité de vie qui créent effectivement quelque chose de personnel, d'important, et qui peut créer de l'attachement à un territoire. Voilà, donc c'est des choses très concrètes qui sont sorties de là, et on est très positif. Donc on attend maintenant de voir la synthèse globale. La suite, c'est quoi? C'est effectivement de compiler tout ça, de revoir nos amis du réseau Alliance dans les semaines qui viennent, d'avoir un certain nombre d'échanges, parce qu'on a pas mal avancé sur les indicateurs, et rentrer dans une phase un peu de concrétisation, et de challenger ça avec un certain nombre de décideurs, publics, privés. Puis on va continuer les auditions. On en a mené quelques-unes. Vendredi, on va aller rencontrer le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, qui fait un boulot assez remarquable dans plein de domaines. Donc ça va être intéressant aussi de leur dire voilà ce qu'on va faire. Peut-être qu'ils vont nous dire mais ça existe déjà, laissez tomber. Bon, a priori non, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mais bon, sur un malentendu, on s'est dit que ça pouvait passer. Donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin, et on espère être capable de sortir une première matrice en début d'année prochaine, enfin un premier trimestre idéalement, et puis pourquoi pas la faire tourner et voir ce que ça donne, et puis peut-être même avant le prochain World Forum, pourquoi pas être capable de dire ça marche et on peut le développer. Marie-Hélène, finalement, quand on parle coopération, économie, aide à la prise de décision, territoire, c'est normal que le réseau Alliance y soit? Tout à fait. Et Alexandre l'a bien résumé, on faisait des choses chacun dans notre coin, on va le dire comme ça. Et c'est vrai que la rencontre... Alors, je vais vous le dire à l'humour, mais quand Jean-Pierre rencontre quelqu'un et a une idée, il faut que ça retombe. Et donc, il me dit, voilà, réseau Alliance, on va... Et c'est logique, parce que comme le disait Alexandre, on va mettre de la méthode, de l'animation, le réseau d'entreprise du coin. Et ça confirme ce que disaient nos conférenciers, la nouvelle ligne de communication d'ici, la coopération, quoi. On va arrêter de faire dans nos coins et essayer d'apporter au territoire un éclairage. Moi, je partage, les données globales ne veulent pas dire grand-chose sur les territoires. Et donc, il faut pouvoir, et ça apporte aux collectivités locales, aux décideurs, aux entreprises, un éclairage très, très important. Et pour nous, c'est important, on nous demandait depuis longtemps d'évaluer, etc. Et je pense que c'est une aventure qui va vite, parce que ça turbine bien un Sinopia. Ils n'ont pas besoin que des ordinateurs. C'est sympa, merci beaucoup Marie-Hélène. Ce qui est vrai, en tout cas, le challenge, ça va être aussi de créer quelque chose qui soit simple, qui soit pertinent, qui soit révélateur et en même temps qui soit sans doute assez rustique. Il faut que ça parle à tout le monde. Il ne faut pas chercher des choses trop compliquées. Et en même temps, comme dirait l'autre, c'est quand même de chercher des indicateurs un peu d'avant-garde qui disent là, cette espèce de tendance, même si elle est légère, elle dit vraiment quelque chose. Voilà. C'est un très beau projet et je pense on tient quelque chose de nouveau et de pertinent. On a hâte, en tout cas, au moins d'avoir un prototypage, d'avoir la première expérimentation, la première version. Alors, Sandrine, on va parler ensemble de la démarche Régénérer. Pareil, portée par le réseau Alliance. Je rappelle, Sandrine, vous êtes vice-présidente du réseau Alliance. Je vais juste rappeler les épisodes précédents pour les gens qui rejoignent la série en cours. Là. Comme ça, ils auront un résumé des épisodes précédents. Juillet 24, ici, dans cet espace, on réunissait 40 organisations du monde agricole et de l'industrie agroalimentaire pour parler décarbonation de la filière, avec un objectif que cette région Hauts-de-France soit la première région dont la filière agricole et agroalimentaire soit décarbonée. C'était l'objectif qui était fixé et on s'est dit on veut lancer ça ici, dans cet endroit.
Et puis après, on s'est dit, mais c'est quand même un peu spécial de parler agriculture et industrie agroalimentaire depuis entreprises et cités. Donc on s'est dit, il faut aller sur les territoires, aller à la rencontre des acteurs. C'est ce qui s'est passé. Entre septembre et novembre, il y a eu 5 rencontres. Une à Laon, chez Fruits Rouges, et ça me permet de remercier les partenaires qui ont accueilli la démarche. Donc à Laon, chez Fruits Rouges, à Saint-Paul-sur-Ternoise, chez Ingredia, à Beauvais, chez Noriap, à Lille, au Crédit Agricole, et à Beauvais, chez Unilassal. On a rencontré des acteurs très différents. On a rencontré des entreprises, il y avait EDF, GRDF qui était là, General Mills, Danone, McCain. On a rencontré des coopératives, il y avait Tereos, la coopérative agricole. On a vu des ONG, des associations qui ont participé, des institutions. REF 3 était présent sur plusieurs ateliers, les chambres d'agri, l'ADEME, la région. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y a des étudiants qui se sont mobilisés de l'Université de Lille, d'Unilassal, des banques. Et finalement, on a l'impression qu'il y a un mouvement qui est lancé là. Et, le point central, le pivot, la notion, c'est la décarbonation. Sandrine, avant de rentrer dans la démarche régénérée et de faire le point sur où on en est et où est-ce qu'on va, j'aimerais que tu puisses mettre des mots sur cette notion de décarbonation pour que tout le monde comprenne là où on est aujourd'hui. Donc la décarbonation, c'est la politique de réduction des gaz à effet de serre dans l'économie. Aujourd'hui, on est sur un temps qui s'appelle contretemps, que je trouve absolument génial comme nom. Moi, à titre personnel, je fais aussi le point sur voilà, tout ce que j'ai fait de ma vie. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la pharmacie, donc qui prenait soin de la santé des personnes. J'ai travaillé plus de 25 ans dans l'industrie agroalimentaire, donc on prenait soin de l'alimentation des personnes. Et je pense que je suis en train de boucler la boucle dans la frise du temps à prendre soin de la planète. Et on s'aperçoit qu'en fait, dans le principe One Health, tout est lié entre la santé des personnes, des animaux et de la planète, tout est lié. Et donc, je pense que je suis en train de boucler la boucle à titre personnel sur toutes les choses. Et en écoutant le témoignage de la table précédente, donc avec la personne qui venait d'Argentine, eh bien, ça m'a semblé hyper inspirant de voir que de faire les choses à l'échelle du territoire. Donc, moi, effectivement, ce n'est pas les territoires d'outre-mer ou des dom-toms, parce que quand on est à Lille, quand on parle des territoires, on a souvent l'impression qu'on regarde ça de très très loin, ce qui se passe dans le Pas-de-Calais, dans l'Aisne, dans l'Oise, etc. Mais ce n'est pas si loin que ça. Et en fait, je me suis sentie complètement en phase avec le témoignage de la personne qui venait d'Argentine, avec la force du territoire. Et l'échelle de décision, elle doit être portée à l'échelle du territoire. Et donc, quand on engage une politique de réduction des gaz à effet de serre pour prendre soin de la planète, eh bien, c'est important de le faire à l'échelle du territoire parce que c'est à cette échelle-là qu'on sera efficace. Donc, pour répondre tout à fait à ta question, hein, le principe donc, de la décarbonation, c'est de réduire les gaz à effet de serre au niveau de l'économie. Régénérer, je l'ai rappelé en introduction, c'est une démarche qui se veut proche du territoire et l'une des particularités, c'est d'emmener l'ensemble de la chaîne de valeur du monde agricole et de l'industrie, en amont et en aval jusqu'à la distribution. C'est une vraie singularité dans l'approche, ça ? Alors oui, c'est que donc ici c'est le temple un peu de la RSE, hein, au réseau Alliance. Donc moi aussi j'ai été embarquée avec l'entreprise que j'ai dirigée une dizaine d'années dans tout ce qui était RSE. On l'a fait d'abord de façon désordonnée avec plein d'actions. Donc on a fait comme tout le monde, on a mis des ruches, on a fait des voitures hybrides, on a fait plein de choses, des petites choses, arriver à un certain degré de maturité. Et c'est intéressant de se dire que c'était pendant le Covid, à l'époque où on cherchait des masques, on a essayé d'organiser les choses, de les structurer comme un projet de recherche. Et donc là, on s'est dit que pour que ça soit efficace, efficient, il fallait qu'on obtienne un label, donc un label ISO 26030, c'est la référence internationale des démarches structurées en RSE. Et puis après, on a cherché à obtenir le label B Corp. Donc j'ai vu qu'il y avait dans la salle des représentants de B Corp. Ça nous a pris 3 ans de travail, c'est extrêmement compliqué. Et donc ces démarches, elles permettent d'acquérir une certaine maturité en termes de RSE puisqu'on est extrêmement encadré. Mais en fait, pour être efficace, eh bien, il ne suffit pas de marcher tout seul dans son couloir de piscine, de nager plutôt tout seul dans son couloir de piscine. Il faut le faire avec d'autres acteurs pour que ça soit impactant.
Moi, j'ai dirigé une entreprise qui faisait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 personnes, mais on n'est pas impactant avec juste 500 personnes. On est juste avec plein de bonne volonté et avoir l'envie de faire des choses qui soient utiles pour la santé des personnes, pour la santé des animaux et pour la santé de la planète. Et en fait, si on veut être efficient, eh bien, il faut le faire collectivement. Alors, le métier où j'ai beaucoup travaillé, donc, c'était l'agroalimentaire avec des agriculteurs. Et il se trouve que dans notre région, les agriculteurs sont des polyculteurs éleveurs. Et donc, on avait, à l'échelle de mon entreprise, eu un premier partenariat avec un grand groupe américain qui s'appelle General Mills, qui cherchait à mettre en place de l'agriculture régénératrice. Et donc, on a commencé à travailler avec 5-10 agriculteurs. C'était compliqué d'embarquer tout le monde. Et en fait, 1 an plus tard, il y a McCain, donc, qui est aussi basé en région, avec 3 usines importantes dans la région, et qui a commencé à faire aussi ces démarches d'agriculture régénératrice. Et donc, on a tout à fait bien compris que l'agriculteur, il est aussi au cœur d'un système, avec plusieurs productions, de l'élevage et des productions. Et donc, on était efficient si on arrivait à regrouper l'ensemble des productions, donc les pommes de terre chez McCain, les céréales chez Unial, les betteraves chez Tereos, etc., etc. Et donc, le collectif, eh bien, il est venu de la chance que j'ai eue de rencontrer Marie-Hélène, qui m'a proposé d'intégrer le réseau Alliance. J'avais pas trop le temps, mais je me suis dit que si c'était pour faire un projet collectif autour de l'alimentation et de sa décarbonation, eh bien, ça pouvait avoir du sens que de faire un grand thème autour de l'alimentation. Et donc, c'est effectivement la démarche régénérée qui a bien été citée par les précédents intervenants qui provenaient d'Argentine. La démarche régénérée, c'est une démarche collective. Elle est collective parce que c'est la seule façon qu'elle soit efficace et donc motivante. Et c'est vrai que hier, on a tenu un atelier où il y avait plus de 100 personnes, donc avec une intelligence collective qui a été déployée de main de maître, comme dans les 5 lieux que tu as évoqués tout à l'heure. Et ça fait un bien fou que de se dire sur ces défis, le défi de la décarbonation, qui est un défi où personne ne connaît la route, eh bien, en fait, la solution, elle sera dans le collectif. Il ne faut pas attendre des solutions technologiques. Il faut juste se mettre en mouvement et avoir envie de changer les choses. Et pour ça, les solutions, elles sont effectivement dans l'intelligence collective et dans le fait de réfléchir ensemble. Donc, moi, je suis hyper fière de la démarche que le réseau Alliance a lancée et d'avoir associer les chambres d'agriculture, associer la DRAF, associer l'ADEME, associer d'autres entreprises agroalimentaires, associer les coopératives qui représentent les agriculteurs. Donc effectivement, pour qu'elles soient impactantes et efficaces, il faut qu'elles soient collectives. En plus, ce qu'on a pu constater, notamment dans les ateliers, que ce soit sur les territoires ou ici, c'est que finalement, malgré un contexte industriel, un contexte économique, un contexte du monde agricole un peu tendu, finalement, la décarbonation ça a été un outil fédérateur, quoi. On s'est dit, il y avait une prise de conscience, je n'y arriverai pas tout seul. Oui, c'est-à-dire que, comme le thème l'indique aussi là, est-ce qu'on a le temps de s'occuper de ce sujet ? Vu toutes les fractures sociales, les fractures géopolitiques, est-ce qu'on a le temps ? Je pense qu'on n'aura jamais le temps, en fait. Et qu'à un moment, il faut prendre le temps de se dire que c'est ça le plus important qu'on doit faire, et de le faire en collectif, et qu'effectivement, on parle beaucoup d'agriculture régénératrice, mais c'est régénérant, en fait, de travailler ensemble et de trouver des solutions ensemble. Donc, aussi bien pour les sols que pour les hommes. Exactement, et les femmes. Et les hommes avec un grand H, pardon. Ok, donc aussi bien pour les sols, les hommes et les femmes. Voilà. Maintenant, on fait quoi ? Du coup, on a fait un cycle là, il y a eu de l'émergence, beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, une structuration de feuilles de route. On fait quoi maintenant ? C'est quoi les prochaines étapes ? Déjà, on a fait comme un bonhomme de neige. On a commencé à mettre quelques petits cailloux et puis à regrouper de plus en plus de monde. Donc, on a l'effet boule de neige qui est déjà une grande chose. Après, ce qu'il faut, c'est embarquer encore plus. Donc on voit que dans nos réunions, au fur et à mesure qu'on les fait, donc dans nos ateliers d'intelligence collective, il faut à chaque fois remettre les nouveaux arrivés, il faut les remettre à niveau, donc il faut continuer à embarquer tout le monde. Je pense que dans les prochaines étapes, il y aura
définir la gouvernance de ce projet en faisant, donc nous dans la région Nord c'est le rêve 3, donc I have a dream, donc en associant effectivement le monde agricole, en associant les banques, donc dans les réunions qu'on a fait en région, notamment dans l'entreprise où je travaille, il y avait plusieurs partenaires bancaires et c'était important de voir qu'ils étaient aussi en coopération et pas du tout en compétition. Les instituts de formation, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'en fait on ne comprend pas, on ne connaît pas, on a besoin d'éclaircissement pour donner du sens. Donc toutes les écoles, c'est pour ça que la 5e réunion elle s'est tenue à la salle Beauvais, la recherche, parce qu'il y a certainement des tas de choses qu'on ne connaît pas encore et qui seraient intéressantes de mettre à disposition. Les entreprises, la logistique, il y a beaucoup de choses autour de la logistique. Dans l'entreprise où je suis, on faisait plus de 50% de transport en biocarburant, donc il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Ça évolue vite, d'ailleurs, on voit régulièrement biocarburant, biogaz, c'est vraiment des choses qui évoluent vite. Oui. Donc il faut rester dans le move. Et puis après, évidemment, les institutionnels qui ont été présents dès la jeunesse du projet grâce à l'apport du réseau Alliance, et puis après le monde politique. Parce qu'il y a des choses qui nous aident à embarquer, c'est la CSRD, la déclaration de performance extra-financière, tout ça mais il ne faut pas que ça soit que obligatoire, il ne faut pas que ça soit que réglementaire. Mais par contre, il faut garder un cap. Donc ça sera la première étape, donc de définir la gouvernance. La deuxième étape, ça sera de bien définir la feuille de route à 5 ans. Comme dans une entreprise, il faut qu'il y ait des étapes, des milestones, il faut qu'il y ait des indicateurs pour montrer au travers de la nouvelle gouvernance, par exemple, que propose Alexandre, est-ce qu'on décarbone? Est-ce qu'on suit la trajectoire carbone qui est fixée dans la COP 21? Il faut qu'il y ait des indicateurs pour montrer notre efficacité, nos difficultés, et puis pouvoir cranter qu'on avance, parce que le chemin il est tellement important qu'il faut mettre des étapes. Il faudra aussi continuer d'animer le cercle des personnes qui ont fait partie, le cercle des décideurs, c'est important. On a senti une grande mobilisation, on avait beaucoup de monde hier et il faut continuer à entretenir la flamme, je pense que ça c'est important. Il faut continuer à embarquer tous les territoires et tous les agriculteurs pour que ça soit fait dans un esprit de fierté et de collectif. Et puis après, il faut lancer tous les chantiers. Donc on a vu des chantiers autour de la donnée, des chantiers autour de la partie système d'information. Enfin, il y avait un certain nombre d'actions qui ont été listées, de communication. On a imaginé un carbone en fait, comme il y a un terre en fait qui est le plus grand salon agricole dans les Hauts-de-France. Donc toutes ces actions-là qui ont été énumérées dans les feuilles d'action, les lotus, les fleurs de lotus, comme on les a appelées dans les différents ateliers, ça fera partie de ces chantiers. Donc définir la gouvernance, définir la feuille de route, animer le cercle des décideurs, embarquer les territoires et les agriculteurs sur un registre de fierté et lancer tous les chantiers. Donc c'est un programme assez dense, mais passionnant et surtout riche de sens. Merci Sandrine. Marie-Hélène, j'ai envie que tu réagisses sur ce cycle régénéré. Tu l'as suivi de près, tu étais là, au cœur des ateliers. Un mot pour rebondir sur ce que vient de dire Sandrine? C'était un pari fou. Mais on est dans le thème. On était en pleine manif et l'ADEME me dit « Mais vous n'allez pas oser faire ça ?» Eh bien si, et ça a marché. Je crois pour une raison simple, je fais référence au livre de Jean-Louis Borloo, la neutralité de Réseau Alliance est devenue le tiers de confiance de cette opération. On en a parlé avec Sandrine. C'est-à-dire, nous, on va vous apporter de la méthode, on va amener les réseaux, et le but, c'est pas de se disputer, c'est pas de s'agresser. Et ça rejoint parce que les gens ont besoin de collectifs, ont besoin d'échanger. La dernière réaction que j'aurai sur ce groupe, c'est qu'on a plusieurs collectifs avec toi, le collectif Grandir sur le handicap qui est vraiment en train d'être dans l'action. On a le collectif pour les jeunes. Celui-là, il est encore plus complexe. Quand Sandrine explique entre l'éleveur, les céréales, moi j'ai découvert un tas de choses. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça rejoint, là, depuis 2 jours, tout le monde nous demande de rejoindre le groupe. Et la dernière remarque, et c'est pas un scoop, tout à l'heure l'ADEME me disait, parce que l'ADEME a été cofinanceur de la démarche, et elle sait ce qui s'est passé hier. Et on peut critiquer les administrations. L'ADEME m'a dit vite la copie pour la 2e phase, c'est-à-dire que ça c'est financé. Et ça, je trouve ça remarquable. On peut applaudir l'ADEME. On peut applaudir l'ADEME du coup. Ouais.
Je sais qu'il y en a qui sont dans la salle, hein, le directeur de l'ADEME est parti, et ils m'ont dit allez vite, vite la copie. Ils ont été réactifs, ils ont envie d'y aller, et pas que parce que c'est de la décarbonation. Et c'est ça le rôle du réseau Alliance, on se met en réseau, on se met en collectif, et quand c'est difficile, on est à contre-temps, et ils se parlent, et il y avait des agriculteurs sur le territoire, il y avait des ONG, enfin c'est fou de se faire rencontrer des gens qui, allez, on abat les cloisons et on va y aller, quoi. C'est inspirant ces cycles finalement. Ouais. Tout à fait. Marie-Hélène, on arrive au terme de ce World Forum. Évidemment, tu vas avoir le mot de la fin. Moi, j'aimerais savoir ce que tu retiens finalement, les choses qui t'ont généré de l'émotion, qu'est-ce qui t'a plu, peut-être aussi les combats que tu as envie de mener par rapport à ce qui est entendu. Voilà, enfin, carte blanche, Marie-Hélène. Merci. Est-ce qu'on pourrait allumer la lumière, parler aux gens que je ne vois pas, ça me gêne là, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais signaler ici que les fondateurs du réseau Alliance sont dans la salle et je souhaitais les saluer, Bruno, Jean-Bernard. J'espère que vous êtes contents aujourd'hui de ce qu'on est en train de faire de ce réseau Alliance. Merci Bruno. Et vous me connaissez tous. J'ai été dirigeante d'entreprise, je savais manier mes émotions, mais il y a des fois, il faut les laisser passer. Et bravo de l'avoir créé. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes fiers. Vous savez que j'ai passé le flambeau au jeune Adrien de 38 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, il n'est pas là parce qu'il est dans une radio en ce moment, en train de parler du World Forum. Et je voudrais quand même qu'on sache que cet Adrien, depuis le 1er septembre, je suis quand même très fier de lui avoir passé la main. Et bravo à lui. Et vraiment, je voulais saluer parce que le réseau Alliance, depuis 30 ans, a accompagné la RSE, etc. Et pour tout vous dire, on a eu vraiment beaucoup de support médiatique. Et l'autre jour, la journaliste de BFM me disait « Mais finalement, Madame Foubé, la RSE, c'est réglementaire, c'est les indicateurs, etc. Mais quand vous nous parlez, on a l'impression que vous êtes dans la 3e phase du monde de demain. Vous ne pouvez pas savoir le compliment que c'était pour cette association où ce n'est pas toujours facile. » C'était la première. La deuxième chose, c'est que je voulais vraiment saluer nos 3 vice-présidentes parce que nous avons décidé avec Jean-Pierre, avant qu'il me passe la présidente, d'avoir des 3 vice-présidents. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas venus pour rien. Donc merci Sandrine, merci Philippe Rémillon et Louis-Philippe Lervac. Depuis 3 jours, ils portent, ils y vont. Et je pense que pour toute l'équipe qui est derrière, c'était vraiment important. Alors l'émotion de ce World Forum, c'est... Oui, j'y croyais, mais c'est impressionnant. Je vais vous donner les chiffres. 3000 pendant 2 jours, et je peux vous dire que c'est des chiffres fermes, sans compter ceux qui passaient, on n'avait pas le temps de badger, peu importe. Plus de 600 à la plénière hier, et ça tweet, et ça réseaute, et on a des remontées extraordinaires du président de l'ADEME, de Luc Raymond, qui nous disent que c'était de haut niveau, et les conférenciers, 5. Formidable. Pedro, j'arrive en Patagonie demain. Et je vais rebondir sur ce que disait des trophées RSE, la 30e année. Tout le monde dit qu'hier, c'était absolument épatant de voir 10 entreprises différentes, associations. Et ça marche, ça y est, c'est en train de se transformer. Et la dernière émotion, c'est tous les retours que j'ai eus. Vous ouvrez tous la radio, vous lisez les journaux en ce moment. Hein, ça, c'est pas terrible. Tout le monde me disait, mais quel bonheur de se rencontrer. D'échanger, de parler d'avenir. Ce contretemps était absolument exceptionnel et je vais refaire référence au général qui était là hier matin. 4 étoiles. Et un chef d'entreprise lui a dit, général, on ferme les yeux quand on vous écoute et on oublie que vous êtes général. Et lui aussi, c'était un compliment extraordinaire. Je trouve là qu'on a eu une note vraiment qui fait du bien. Alors je ne vous cacherai pas qu'on est épuisé, ça c'est clair, mais c'était vraiment un grand moment. On a retrouvé un World Forum. Philippe Vasseur était là hier et voilà, il a créé ce World Forum et on est en train vraiment de remontrer que le collectif, c'est important. Et le mot coopération sort partout. Et vraiment, on va le faire. Et on va le faire entre l'île et les pays du Sud. Parce que je sais que Sciences Po a vu nos conférenciers et qu'il va se passer quelque chose. On va y aller en Patagonie. Ça, c'est clair. Et voilà. Et je voudrais dire merci à tous nos partenaires. Je ne vais pas les citer parce que je sais combien on peut être susceptible et vu la fatigue, on peut en oublier. Donc merci à Sinopia qui est avec nous parce que là c'est facile, il est à côté. Merci à tous nos grands partenaires EDF, etc. Et bien sûr, vous vous doutez bien que j'aimerais bien appeler l'équipe parce que je peux vous dire que ça ne dort pas depuis 3 jours. Est-ce que l'équipe Réseau Alliance peut venir ?
Parce qu'on peut critiquer. Oh bah regarde, ils étaient cachés en plus. Hein? Ils étaient cachés. Qui? Tu vois, ils arrivent de derrière, ils arrivent de partout, ils étaient cachés, Marie-Hélène. Alors, ils le savent, ils me connaissent. Regardez la moyenne d'âge. Heureusement que je suis là, j'équilibre la moyenne d'âge. Ouais, je vais y aller. Et alors, Sandrine, regarde comme les femmes vont changer le monde. Adrien n'est pas revenu. Voilà. C'est une équipe qui, depuis... Alors, ça, vous vous souvenez... Dounia, alors... Voilà. Quand on me dit les jeunes n'ont pas envie de travailler, les jeunes n'ont pas envie de s'engager, je peux vous dire qu'il y a de l'engagement, premièrement, dans des situations parfois pas difficiles. Et même si quelquefois ils sont difficiles à manager, je suis ravi d'avoir lâché le truc à Adrien. Ils sont top. Et je voulais vraiment qu'on les remercie. Ils ont fait cette année encore plus que d'habitude. Et j'espère qu'ils vont dormir. Lorraine, s'il vous plaît, dormez. Elle recevait des PowerPoint à 2 h du matin. Elle répondait aux SMS. Donc vraiment bravo et un grand bravo à vous. Ça donne confiance dans l'avenir. À vous. Je vais aller derrière. Je vais aller avec les grands. Allez, on y va. Les badges. Bruno sur la photo, s'il vous plaît. Allez, Bruno, avec nous. Jean-Bernard. Photo et après Bruno. Allez, voilà les fondateurs. Bravo. Ah non, elle va bien Bruno. Ah non, Bruno, non. Jean-Bernard est là. Il y en a un autre fondateur qui est là, mais je ne le vois plus. Il veut pas, il est parti. Allez, photo.